Bonjour, nous sommes le mardi 19 septembre 2017, il est 18 h. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct, la nouvelle émission d'actu et d'infos sur 8 Mont-Blanc. Cette émission, je vous le rappelle, est aussi la vôtre. N'hésitez pas à partager et commenter sur les réseaux sociaux. On pourra relayer toutes vos questions. Au programme, aujourd'hui, je reçois le président du groupement transfrontalier européen, Michel Chara. La conférence de presse de rentrée a eu lieu il y a quelques jours et les dossiers chauds de la rentrée sont nombreux, nous le verrons. Chaque mardi dans Accès Direct, nous parlerons aussi économie. Ce soir, Olivia Boisson rencontre le directeur régional de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, notre territoire est riche de nombreux talents. Ce soir, je reçois un entrepreneur qui ne manque pas de créativité, Virgile Poupard, gérant de la société Ma femme préfère le bleu. Sa spécialité, l'enseigne et la gravure sur bois. Avant de retrouver nos invités dans une demi-heure, c'est l'heure du JT. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors ce soir, une fois n'est pas coutume, nous partons de l'autre côté du globe. Et oui, on part du côté de Saint-Martin dans les Antilles françaises avec Jean-Paul Bossuan qui est le chef de la mission GIS France. C'est une association humanitaire qui est basée à Annemasse. Ils sont 10 bénévoles à être partis sur une mission depuis mardi dernier. Alors le but, c'était de sécuriser un des lycées professionnels pour pouvoir rouvrir le plus vite possible. On le sait, l'île a été entièrement ravagée. Ils ont fait notamment des reconnaissances de drones. Ils ont dormi sur place dans ce lycée pour être le plus efficace possible. Alors à l'heure où on fera le Skype, il sera 12h30 à peu près là-bas. Ils sont en train de finaliser leur travail et surtout aussi de se mettre à l'abri puisqu'un nouvel ouragan Maria va arriver sur zone et l'île a été mise en vigilance violette. Je vous oublier la couleur. Le cyclone qui vient de toucher la Martinique, on sera donc en direct en Skype, on l'espère si la liaison le permet, avec donc Jean-Paul Bossuan, le chef de la mission. Et puis plus près de nous, à Chambéry, le quartier de Chambéry-le-Haut se vide de ses services publics. Et oui, c'est l'agence Pôle emploi Comte de Chambéry-le-Haut qui a pour l'instant définitivement déménagé depuis fin août. Elle occupe provisoirement des locaux du côté de l'agence Pôle emploi à Mudry, à 7 km en fait de l'ancienne agence. Alors la raison, les employés en fait se plaignaient de problèmes de santé causés par les anciens locaux. Ça avait aussi déjà été le cas en 2015, c'est donc un peu de la récidive. Alors pour les bénéficiaires, ça rajoute une difficulté, je l'ai dit, 7 km de distance, les gens ne peuvent pas forcément se déplacer. Et qu'est-ce que ça va changer pour ces habitants, pour ces 5500 personnes qui sont à cette agence Pôle emploi? C'est Kimberly Trieux qui nous en dira plus dans le journal. Et puis dans le journal, on verra aussi, on retournera dans les Bauges, on en a parlé hier dans Accès Direct. On parlera des casserannes qui ont été tuées par un chasseur, tout à fait. Pauline, chaque jour, on va feuilleter aussi dans cette émission les journaux de notre région pour notre revue de presse. Et on commence avec une info du Messager qui va sans doute vous intéresser, Michel Chara. Et oui, j'allais commencer par l'autre, mais c'est pas grave. Pardon. C'est pas grave, ça change rien. On peut commencer par Saint-Julien-en-Genevois. Effectivement, depuis le 1er septembre, la ville, en partenariat avec les taxis de Saint-Julien, propose un nouveau service à ses habitants et à tous les utilisateurs de l'aéroport de Genève. Eh bien, désormais, on peut laisser sa voiture sur un des parkings municipaux et se faire conduire pour prendre son avion à l'heure par un taxi. Alors, il suffit de réserver son forfait sur Internet et de payer la partie parking, alors environ 20 € la semaine. Les clients paient directement la course auprès du taxi, entre 40 et 48 € selon la prestation, et le chauffeur vous prend à l'heure souhaitée au parking et vous dépose directement à l'aéroport. C'est donc un service effectivement tout frais, tout frais complètement. Et malgré ses débuts timides, la ville espère bientôt avoir entre 50 et 100 réservations par semaine, une aubaine pour eux. Bon, même si les parkings de l'aéroport sont très chers, là aussi ça reste un coût. Le taxi 50 €, la semaine 20 €. Finalement, le plus simple, c'est peut-être de trouver un ami pour vous déposer et lui, il prend peut-être juste un apéro, donc ça coûte un peu moins cher. Michel Chara, un mot sur cette initiative? Écoutez, c'est ce que font la plupart, on va dire, des Hauts-Savoyards aujourd'hui, c'est qu'ils prennent un ami ou des gens de la famille pour les conduire à l'aéroport. Un parking relais pour aller à l'aéroport, je trouve ça fort bien. Maintenant, je suis un peu étonné qu'il soit réservé à nos amis des chauffeurs de taxi, donc ça nous oblige à prendre une prestation. Ça évite évidemment qu'on paye un parking à Genève, mais 48 € depuis Saint-Julien pour aller à l'aéroport. Seulement l'aller d'ailleurs. Seulement l'aller, c'est quand même pas rien. Bon, il y a encore du boulot, on en reparlera des transports dans l'agglomération genevoise. Et puis une belle histoire, Pauline. Oui, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, le 14 août dernier, Caroline, 37 ans, était victime d'un accident en gare de Chambéry. Alors elle aurait voulu monter dans le train qui était en marche, mais elle a glissé et ses deux bras ont été sectionnés. 2 heures plus tard, elle était opérée au CHU de Grenoble et ses bras étaient réimplantés avec succès. Eh bien, nos confrères de France Bleu l'ont rencontrée
elle est encore à l'hôpital et elle raconte: c'était débile, je me suis pris pour Indiana Jones, elle a quand même de l'humour. Je ne voulais pas rater mon train, j'ai voulu monter alors qu'il roulait déjà, j'ai glissé et quand le train est passé, j'ai vu mes deux bras sur la voie. Elle avait également son pied gauche très amoché, dit-elle. Alors elle a appelé les secours et grâce à une chaîne de solidarité, eh bien, les bras de Caroline vont être conservés sur place durant le trajet. L'opération va ensuite durer 4 heures et est un succès. Pour l'instant, je ne peux pas bouger mes bras, je ne sens pas grand-chose, mais mes doigts sont bien chauds et c'est mes bras. J'aurais pu me retrouver avec des prothèses à la place. Les chirurgiens sont des champions. Effectivement, c'est le cas puisqu'il s'agit là d'une première médicale en France. Caroline va bientôt partir en centre de rééducation. Elle dit: j'espère que je pourrai rejouer du piano un jour, refaire du tricot et travailler dans mon potager. Caroline, une miraculée donc, qui nous donne une sacrée leçon de vie et de courage. Et puis c'est votre tour, oui, Fanette. c'est mon tour. Voilà, on va parler politique. Oui, on va parler politique puisqu'il faut le rappeler, il y a des élections ce week-end, ce sont les élections sénatoriales. Pour les Pays de Savoie, un seul poste est à pourvoir, celui de Michel Bouvard qui a dû choisir entre son poste de sénateur et celui de vice-président au département en Savoie. Il a donc choisi le département. 10 candidats sont en lice, certains encartés, d'autres non. Parmi les candidats, on voit là les photos, c'est-à-dire dans Éco-Savoie-Mont-Blanc cette semaine. Martine Berthet pour les Républicains, c'est la maire d'Albertville. Et pour le parti socialiste, le maire de Gilly-sur-Isère. Il y a aussi le divers droite René Chevalier qui est président de la Fédération du BTP de Savoie, c'est-à-dire dans Éco-Savoie-Mont-Blanc. Et on espère recevoir le nouveau sénateur la semaine prochaine dans l'émission si tout va bien. L'invitation est lancée au futur gagnant. Merci beaucoup Pauline. On va continuer à parler actualité avec un cri de colère maintenant, celui des parents du caporal Arthur Noyer. Il a disparu à Chambéry le 12 avril dernier. Ce militaire du 13e BCA s'est volatilisé après une nuit festive dans la capitale savoyarde. Il a été aperçu en train de faire du stop. Depuis, plus rien. Avec nous, normalement sur cet écran, Cécile Noyer, la mère du caporal. Bonjour. Bonjour. Voilà, on vous voit, je suppose que vous m'entendez. Alors, que sait-on aujourd'hui de cette disparition ? Aujourd'hui, on ne sait rien. Depuis le 19 avril, donc, il y a une enquête judiciaire. Alors nous, on ne vous entend pas en plateau, donc je ne sais pas si les téléspectateurs vous entendent. D'accord, alors allez-y parce que on vous entend. Bon, d'accord. C'est bon, merci. Aujourd'hui, on ne sait rien de nouveau. Une enquête judiciaire a été ouverte depuis le 19 avril. Et on a pris un avocat pour se porter partie civile. Et au jour d'aujourd'hui, notre avocat donc, a accès au dossier, mais au dossier, aucune pièce ne sont ajoutées depuis le 19 mai. Qu'est-ce qui explique cet immobilisme ? Alors, on ne met pas en doute ce qui est fait. Hein. On espère que... on croit en ce que les enquêteurs font. On ne met pas en doute l'enquête. Mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un peu plus d'humanité dans ce monde de justice qu'on découvre. Et nous, on est des parents. Depuis 5 mois, on ne sait rien. On n'a aucune information. On nous l'avait dit. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un avocat. Notre avocat est soumis au secret professionnel. Donc, il peut avoir accès au dossier et nous, on peut avoir un peu l'évolution de l'enquête sans que ça soit divulgué. Mais ça, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, c'est un peu notre cri de colère parce que nous, on est là, on est loin, on sait rien, on sait pas ce qui se passe. Et on aimerait que ça change un peu, qu'on soit un petit peu entretenu de l'évolution. D'un mot, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à la justice pour que vous sachiez où est votre fils ? Eh bien, on demande à la justice de nous recevoir et puis nous dire un peu l'évolution de l'enquête. Pour là, on se dit, bon, on espère qu'ils font leur travail et on n'en doute pas, mais c'est ce côté humain qui manque. On est des parents d'une famille qui est complètement dévastée. Je veux dire, depuis 5 mois, on ne sait pas où est notre fils. C'est une situation auquel on n'est pas préparé à affronter. Hein.
Donc on vit dans l'angoisse, dans la peur, dans l'attente, une attente interminable, et on n'a pas de, on n'a rien à se raccrocher. Enfin, c'est le vide là. Donc c'est une situation pas facile. Eh bien, écoutez, on espère que ce cri de colère va être entendu. Merci beaucoup de nous avoir permis de vous entendre, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Bon. Comme promis, on va partir à la frontière franco-genevoise maintenant. Michel Chara, vous êtes le président du groupement transfrontalier européen. L'association regroupe 31 000 adhérents des deux côtés de la frontière. Vous avez fait votre rentrée il y a quelques jours, une rentrée chargée en dossiers un peu compliqués, mais ça devient une routine quand on parle des frontaliers, j'ai l'impression. Votre priorité, c'est la préférence cantonale. Elle a été initiée par le Tessin, elle a été validée par le Conseil fédéral cet été, et ça pourrait bien s'étendre à d'autres cantons suisses. Tout à fait. Pendant la torpeur de l'été, comme on le fait parfois en France, le Conseil fédéral a adoubé, on va dire, la préférence cantonale qui a été votée dans le canton du Tessin, en recommandant même de l'étendre à d'autres cantons si ça s'avérait nécessaire. Donc, je rappelle que la préférence cantonale, c'est surtout donner une préférence aux résidents en matière d'emploi, mais que c'est totalement contraire à la libre circulation des personnes et aux accords bilatéraux. Ça veut dire que ces accords qui ont été signés il y a 15 ans, ils sont caducs aujourd'hui entre la Suisse, la France et plus globalement l'Union européenne? Alors aujourd'hui, ils ne sont pas caducs, mais il est prévu dans les accords bilatéraux une clause guillotine. Que si un des partenaires ne respecte pas ces accords, la clause guillotine, c'est simple. Il n'y a pas seulement un accord, la libre circulation des personnes, il y en a 7. Quand on parle de pause guillotine, ça veut dire que ça coupe... Du jour au lendemain, la clause guillotine pourrait, je dis bien pourrait, j'ai mis un grand point d'interrogation, pourrait mettre fin aux accords bilatéraux avec la Suisse. Vous le craignez? Ça peut être une crainte parce que ça n'aura pas que des avantages, ça aura sans doute beaucoup d'inconvénients dans les relations transfrontalières avec la Suisse et les autres pays européens. Ça aura des effets sur l'économie suisse, ça aura des effets, bien entendu, sur un certain nombre de dossiers transfrontaliers. Ça serait déplorable qu'on en arrive là, mais aujourd'hui, je pense que la Suisse devrait être capable de respecter la signature qu'elle a apposée au bas des accords. Alors cette initiative, elle avait été déposée par le parti d'extrême droite UDC. Il y a des élections qui arrivent dans de nombreux cantons suisses au mois d'avril pour Genève. Les populistes aujourd'hui sont entendus des élus, de la société civile, de la population? Bon, écoutez, ils ne sont pas, de toute façon pas majoritaires, il faut quand même relativiser, mais les populistes sont toujours très entendus parce qu'ils font bien entendu le buzz, et puis leur bouc émissaire depuis des années, c'est le frontalier. Donc d'ailleurs le frontalier, qu'il soit de nationalité européenne ou suisse, parce qu'il faut quand même rappeler que plusieurs milliers de frontaliers sont d'origine suisse et avec une nationalité suisse. Autre dossier important, l'assurance maladie. Pareil, on en avait beaucoup parlé dans l'actualité. Les frontaliers ont jusqu'au 30 septembre pour régulariser la situation. On le rappelle, choisir la sécurité sociale ou la LAMAL côté suisse. On en est où? Écoutez, on en est dans une situation aujourd'hui où au groupement on a ouvert un service spécialisé pour tenter de régler le problème. Malheureusement, on n'arrivera sans doute pas à le régler pour tout le monde. Beaucoup de frontaliers ont péché soit par ignorance ou, on va le dire, se sont pas beaucoup occupés de leurs affaires. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir donner une possibilité à tous ceux qui n'ont pas fait leur choix initial. Je rappelle que le frontalier a un certain nombre de mois pour se déterminer et à choisir entre la sécurité sociale française ou la LAMAL en Suisse. Certains n'avaient pas fait ce choix auprès du service d'assurance maladie des cantons, que ce soit Genève ou les autres, et peuvent se retrouver dans une situation complexe après le 30 septembre, se voir exiger des cotisations LAMAL alors qu'ils sont déjà dans la sécurité sociale française. Donc aujourd'hui, il est important que toutes ces personnes interrogent les services cantonaux d'assurance maladie pour savoir si réellement, lorsqu'ils sont entrés en Suisse, ils ont fait leur choix ou s'ils ne l'ont pas fait. Et c'est simplement déclaratif, c'est facile à faire, mais il faut le faire. Sinon, ils vont se retrouver dans une situation. Il y a aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, plusieurs milliers de frontaliers qui sont en double cotisation, LAMAL et sécurité sociale. Donc,
assurance maladie française. On a parlé du marché de l'emploi, des accords. Là, on est sur l'assurance maladie. C'est quand même encore incroyablement compliqué, ce statut frontalier dans un bassin de vie. Alors qu'on parle du Grand Genève, il y a un pôle métropolitain qui a été créé. Ça reste très, très compliqué. Ben, ça reste compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a deux États, hein, la Suisse et la France, qui sont en jeu, mais c'est aussi en jeu avec d'autres États européens, l'Allemagne ou l'Italie. Il y a plusieurs États qui sont en concurrence. Chaque État a un certain nombre de lois qu'elle fait respecter par elle-même sur son territoire. Il y a aujourd'hui, avec la libre circulation des personnes, des accords qui permettent des passerelles entre un système de santé suisse, un système de santé français ou italien Mais après, ou un autre. concrètement, ça ne s'applique plus. Mais concrètement, dans le concret de tous les jours, il y a des déclarations à faire, il y a bien entendu un certain nombre de choix administratifs à faire. Puisqu'on parle de concret, parlons un peu de transport. On l'a vu tout à l'heure avec le parking relais. On ne parle plus de la circulation saturée sur Genève. Le CEVA qui risque d'avoir encore du retard avec des recours côté suisse. Quand est-ce que ce sera fluide? Jamais. Jamais. Il y a 20 ans que je suis président du groupement, il y a 20 ans qu'on court derrière le problème des transports et qu'on a toujours, on va dire, je ne suis pas généreux, mais 10 à 15 ans de retard. Donc lorsque le CEVA arrivera, il va arriver, je pense 2020 quand même, il va arriver. Quand le CEVA arrivera, il va permettre, bien entendu, il va fluidifier un certain nombre de choses, il va permettre d'établir un réseau vraiment important et il va drainer tout le territoire, mais il y aura encore des problèmes, hein, et aujourd'hui, on n'a qu'à le voir. Dès qu'il y a des travaux sur nos agglomérations, aujourd'hui, l'agglomération annemassienne, c'est la galère. Il y a les travaux pour la remontée du tram, c'est aussi quelque chose qui va... Tous ces trams qui vont en direction de la France vont bien entendu améliorer les choses, mais dans la période de travaux et de transition, ça devient terriblement infernal pour les gens. Un de mes amis est venu d'Annecy ce matin au groupement Annemasse, il a mis 2 heures. Oui, le bout du monde, Annemasse-Annecy. C'est un exemple. Donc, alors qu'on a une autoroute, on se retrouve coincé dans des bouchons tout le temps. Donc voilà, il y a cet aspect-là aujourd'hui. Il y a des bus à haut niveau de service qui doivent être mis en place dans le département de l'Ain notamment. Malheureusement, on parle toujours de ce bus à haut niveau de service, mais on n'a pas prévu de parking relais pour laisser les voitures. C'est pour ça que mon étonnement tout à l'heure était un peu grand par rapport au parking de Saint-Julien, parce que si on m'avait dit la ville de Saint-Julien fait un parking gratuit et puis met des navettes en place pour aller à l'aéroport, j'aurais trouvé ça fort bien. Maintenant, quand on demande le prix d'une course qui est presque l'équivalent d'une journée de parking à Genève, oui, ça ne facilite pas forcément. Ça ne facilite pas forcément. Alors, on est en Facebook Live. Vous avez une question de Denise Mieuxet sur Facebook. Demandez au président des frontaliers s'il trouve normal le mode de calcul de la CMU. Alors, on va essayer de ne pas être trop technique pour répondre à cette question et assez brièvement, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre tout simplement oui. Parce que lors des négociations avec le ministère de la Santé, on s'est suffisamment torturé pour essayer de trouver une solution qui soit la meilleure pour le frontalier dans ce cas-là. Et aujourd'hui, celle qui est en place, c'est la meilleure. Et donc, en une phrase, ça se calcule? C'est 8% sur le revenu fiscal de référence. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question, pareil, avec une réponse brève, s'il vous plaît. Au mois de juin, le groupement a connu un coup dur avec l'incendie dans son local. Vous avez 25 collaborateurs au niveau du siège. Vous en êtes où? Ben écoutez, on en est, comme on a dans tous les cas, au niveau d'une entreprise qui a perdu son siège, qui a perdu tout outil de travail du jour au lendemain. Donc on est resté plus d'1 mois sans téléphone, enfin 6 semaines exactement, pour tout vous dire, parce que je ne souhaite pas à d'autres de vivre cette expérience, parce que je ne sais pas comment font les entreprises qui brûlent en France aujourd'hui, quand il faut à peu près 4 à 6 semaines pour établir une ligne de téléphone. On n'avait même pas de centrale d'appel qui permette de dire à nos adhérents que nous étions, on n'était plus là, qu'on ne pouvait plus répondre. Donc on n'avait plus Internet, on n'avait plus rien. Donc ça a été une performance, on va dire, grâce au département et à la région, de retrouver rapidement des locaux pour nous dépanner. Donc transitoirement aujourd'hui, les parties des bénévoles plus mon bureau sont à la région, dans les bureaux de la région Rhône-Alpes à Annemasse. Les services administratifs du groupement sont dans les bureaux du département à la rue du Mont-Blanc. Et puis nous avons loué au-dessus du Crédit Agricole les anciens locaux de la Maison de l'économie à Annemasse,
place l'église Saint-André. Et là, on a la plupart de notre staff à l'heure actuelle. Mais on a des délais impératifs. Il nous faut que d'ici le mois de juin, on puisse retrouver des locaux, on va dire, en état. Les autres, on est encore dans des, on va dire, dans des moments d'expertise. Donc, vous savez que les choses sont très compliquées en matière d'assurance. Bon, on vous souhaite que ça ira vite. Ça ne va pas démarrer tout de suite. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. On passe à l'instant éco, comme chaque mardi, avec Olivia Boisson, qui a rencontré le directeur de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et juste après, notre invité pour parler gravure sur bois avec la société Ma Femme Préfère le Bleu. Bonjour Fanette, comme chaque mardi, nous parlons économie sur 8 Mont-Blanc et pour inaugurer cette nouvelle chronique, je suis avec le directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Daniel Cariotis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Écoutez, c'est un plaisir pour moi. Vous êtes donc à la tête de cette Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes depuis 1 an. C'est le résultat de la fusion de 3 entités régionales. Quel est l'enjeu de cette fusion ? Alors depuis précisément à peu près 15 mois, 16 mois, l'enjeu de la fusion est multiple. Tout d'abord, nous avons lancé en 2016 la fusion la plus importante jamais réalisée dans le réseau des banques populaires, puisque nous avions connu des fusions de 2 banques. Et là, j'ai lancé avec mes équipes une fusion de 3 banques. Celle du Massif central, dont le siège est à Clermont-Ferrand, celle de Loire-et-Lyonnais, dont le siège est à Lyon, enfin celle des Alpes, dont le siège est à Grenoble. Donc une fusion de 3 banques. On l'a lancée très très vite, puisqu'on l'a lancée en avril 2016, consultation des comités entreprises en juillet, avis des comités entreprises le 29 septembre, approbation des conseils et création de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes le 7 décembre 2016. Donc première phase, entre nous, vraiment excellemment réussie. Maintenant, bien évidemment, il nous reste 12 étapes et d'autres haies à franchir. Justement, aujourd'hui, c'est 88 000 km² de couverts, plus de 3 800 collaborateurs, plus d'1 million de clients. C'est un sacré chantier quand même que vous entamez. Vous connaissez bien nos chiffres, bravo. On est déjà sur un territoire très large parce qu'on déborde des frontières de la région administrative, puisque nous sommes sur 15 départements, la région en a 12. Donc on a 3 départements de plus, puisqu'on a un bout de la Corrèze et on descend jusqu'à Manosque. Donc le territoire est extrêmement étendu. Puis effectivement, les chiffres clés de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes nous permettent aujourd'hui de revendiquer, par les chiffres, d'être la première des banques populaires, par la taille, par le nombre de clients, 1 million de clients, 100 000 clients professionnels, 10 000 clients entreprises. Donc oui, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, BPORA, aujourd'hui est un gros paquebot. Vous soutenez toujours le secteur local, on va dire ça comme ça, Savoie, Haute-Savoie. Vous êtes d'ailleurs notre partenaire avec l'émission Destination Montagne qui est diffusée sur 8 Mont-Blanc. Malgré cette fusion et ce plan plus large, est-ce que vous soutenez toujours le secteur de la montagne ? Mais c'est pas malgré la fusion. On soutiendra plus que jamais le monde de la montagne. En fait, à chaque fois qu'il y a des fusions dans la région entre 2 banques populaires, je rappelle qu'il y en avait 6 il y a 20 ans, il y en a une aujourd'hui, ça a toujours été pour apporter un plus. Un plus aux décideurs économiques, un plus aux partenaires politiques et un plus à tous les décideurs qu'on pouvait trouver. Pour la montagne, c'était vrai. L'ex-Banque Populaire des Alpes était un partenaire incontestable du monde de la montagne et de la neige. Elle l'a notamment été parce qu'elle avait fusionné en 2008, si j'ai bonne mémoire, entre la Savoisienne de Crédit et la Banque Populaire du Dauphiné. Ça lui a donné plus de force. L'objectif aujourd'hui, c'est à nouveau, si vous voulez, d'intensifier notre présence, parce que BPORA a vocation à être une banque incontournable du monde de la montagne. Comment est-ce que vous comptez justement intensifier cette présence ? Déjà, vous savez, quand on arrive dans une nouvelle région, dans une nouvelle entreprise, il faut toujours d'abord consolider les points forts de la banque. Donc le monde de la montagne était un point fort. Donc premier objectif, le consolider. Donc consolider les partenariats, consolider les manifestations, rassurer parfois des partenaires qui pouvaient s'interroger sur la pérennité de nos relations. Donc ça, c'est la première phase. Je pense que cette première phase est derrière nous. Je pense qu'il n'y a pas la moindre interrogation sur le devenir, en tout cas, de ces partenariats. Et puis maintenant, c'est de faire plus.
Parce que l'avantage de réaliser une telle fusion, c'est que ça permet d'avoir une taille critique qui n'est pas la même, d'avoir plus de moyens financiers. Alors je dis pas cela pour qu'il y ait un nombre croissant de projets qui débarquent sur mon bureau du jour au lendemain, mais on a une taille critique qui va nous permettre vraiment d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et c'est la raison pour laquelle, dans la foulée de la création de BPORA, une des premières décisions que nous avons prises a été de constituer un pôle montagne. D'accord. Voilà. Donc, oui, pour donner plus de densité à notre présence et à nos relations avec les partenaires. Puis enfin, dans le monde de la montagne, j'ajoute aussi un élément qu'on oublie parfois. Nous avons aussi une filiale. Donc, il ne faut jamais oublier que BPORA, c'est la Banque Populaire, mais également la Banque de Savoie. Parce qu'on a une filiale à 100%, et qui est présente, bien sûr, en Savoie, en Haute-Savoie. Donc je pense aussi que la combinaison, malgré tout, des forces des deux entités doit nous permettre vraiment, je pense, d'être un acteur qui permettra surtout à la région, au département de se développer, parce que c'est notre vocation première. On quitte un peu la montagne. En Auvergne-Rhône-Alpes, vous soutenez plusieurs types de porteurs de projets grâce à la plateforme Cocorico. D'ailleurs, vous soutenez un projet en Savoie. C'est la microbrasserie, c'est une microbrasserie qui se situe à Cruet. Et on regarde un extrait. À l'origine, je n'aimais pas la bière. Mais bon, je suis partie étudier à Prague pendant 1 an. Et la République tchèque, c'est quand même le pays plus gros consommateur de bière au monde. Je pouvais pas ne pas aimer ça. Puis ce fut mon tour de partir. J'ai découvert pendant un stage au Québec qu'on pouvait faire sa propre bière à la maison. Là, ça n'a fait ni une ni deux. Il fallait que j'essaye ça. De retour en France en 2011, je construis une petite installation et brasse ma première bière. Et puis voilà, la passion a grandi. Je me suis documenté sur le sujet, j'ai perfectionné mon installation et inventé de nouvelles recettes. On vient de voir cet extrait justement de la microbrasserie des Funambules que vous soutenez. Expliquez-moi comment est-ce que vous choisissez les porteurs de projets qui sont soutenus? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste personnellement de la bière. En fait, on les choisit, il y a des collaborateurs qui font partie de la plateforme Cocorico, c'est eux qui choisissent des projets que la banque après a décidé d'accompagner. Et c'est assez intéressant parce que Cocorico a été développé par l'ex-Banque Populaire des Alpes. Et aujourd'hui, on essaie de prendre le meilleur de chacune des 3 ex-banques populaires, on fait en sorte que Cocorico ait une audience sur l'ensemble de la région. Donc vous voyez déjà, on va prendre quand même effectivement des projets qui viendront d'Auvergne, de Corrèze, de Lyon ou du Forez. Donc ça, c'est quand même un premier élément. Et le deuxième élément, avant de parler de sélection des projets, c'est que ce qui est aussi intéressant, c'est que nos collaborateurs puissent aussi s'engager dans une démarche participative. Et ce n'est pas en opposition avec le monde bancaire. Quand les activités de crowdfunding ont été lancées, quand elles sont apparues, on a dit, déjà de manière excessive, le crowdfunding va tuer les banques. C'est stupide. Par contre, est-ce que les banques peuvent l'accompagner? La réponse est oui. Donc on peut à la fois être un banquier classique et en même temps, en notre sein, accompagner des petits projets, puis faire en sorte aussi que nos collaborateurs, s'ils le souhaitent, ou nos clients, puissent financer des projets de cette nature. Donc là, effectivement, vous avez pris cet exemple très local, mais on peut avoir des projets de cette nature dans d'autres domaines, dans l'apiculture ou que sais-je. Et je trouve que c'est une structure qui va certainement nous aider à faire grandir BPORA. Parce qu'au-delà de Cocorico, moi je suis fondamentalement convaincu par un élément, c'est que toutes les entreprises doivent essayer de retirer le meilleur de leurs collaborateurs et d'avoir peut-être un fonctionnement communautaire. La force des grands de la Silicon Valley, quand on les prend en exemple, c'est d'avoir créé une communauté. Ce n'est pas une entreprise, c'est une communauté. Et je pense que ce type de plateforme peut inciter nos collaborateurs, si vous voulez, à être plus que des banquiers ou des banquières de plein exercice, mais au contraire de participer au développement de leur écosystème et de leur économie. Bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et puis on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle chronique. Il est 18h30. Chaque soir, nous allons mettre en avant des initiatives et des talents dans Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Virgile Poupard, vous êtes l'heureux gérant de la société Ma Femme Préfère le Bleu, spécialisée à la base, parce qu'on va en reparler, dans la gravure sur bois. Et c'est à vous que l'on doit ce joli hashtag que l'on trouve derrière moi, c'est du chêne. Merci d'être là. Merci à vous. Heureux gérant, ça vous va comme définition? Parfaitement. Parfaitement. Ouais, c'est épanouissant comme métier. Parce que donc, il y a de la gravure sur bois, c'est un peu
à l'origine, à la naissance de la société. Mais maintenant, on le voit un petit peu autour de nous, il y a plein de choses et il n'y a pas que du bois. Oui, alors le bois, en fait, c'est le médium qu'on a utilisé le plus initialement parce que c'est celui sur lequel la gravure s'exprime immédiatement en brûlant la matière puisque ça travaille par échauffement de la matière. Mais effectivement, la machine nous permet de travailler de nombreux autres médiums comme effectivement le plexiglas, le carton, le papier, les matières à graver. Là, on a de la feuille d'ardoise. Donc voilà, c'est multi-support. Ça fait 5 ans que la société Ma femme préfère le bleu existe. C'est quoi votre métier aujourd'hui ? Le cœur de métier aujourd'hui, c'est l'enseigne et la signalétique. Oui. Parce que donc du coup, le métier est vaste en fait. Les applications sont tellement larges qu'il a fallu pouvoir recentrer en fait notre activité afin de pouvoir être identifié dans un métier précis. Et donc aujourd'hui, c'est l'enseigne, la signalétique et tous les dérivés décoratifs qui vont découler de ce métier-là. Voilà. Et Mais puis, le bois, c'est... Alors, même s'il n'y a plus que ça, il n'y a pas que ça, le bois, c'est dans la tendance. C'est-à-dire que, voilà, il y a un côté nature chaleureux qui plaît bien. Oui, c'est On voit plein authentique. d'enseignants bois C'est aujourd'hui. authentique. Oui, il y a beaucoup d'enseignants bois qui se font aujourd'hui. Ouais, ça revient bien. Après, l'intérêt du laser dans tout ce qui enseigne, c'est que c'est vraiment un marché de niche. C'est vraiment une activité de niche parce que c'est pas une technique standard, on va dire, dans les métiers de l'enseigne. Donc c'est là où on crée justement un petit côté différenciant de nos confrères. On peut se faire plaisir en termes de créativité avec cette technique-là ? Ah oui, clairement. Moi, en fait, je me considère avant tout plutôt comme un créatif. C'est un métier il y a 5 ans, on ne connaissait rien du tout sur ce métier, rien du tout à la culture de l'entreprise en atelier. Vous avez créé votre métier, en fait. Complètement. On l'a taillé sur mesure sur notre savoir-faire d'origine, qui était la conception graphique et la direction artistique. Donc du coup, on a mélangé tous ces métiers-là, on a appris le savoir-faire manuel, et du coup, effectivement, aujourd'hui, on fait des choses qui sont créatives, justement, autant sur les supports que sur les formats, que sur le rendu final. Alors, il y a une phrase que j'aime bien, vous la signez sur toutes vos publications, notamment sur les réseaux sociaux, c'est « fait avec amour, sinon rien ». C'est une belle ambition quand on a une entreprise. Oui, tout à fait. Et puis c'est un discours qui nous tient à cœur. On est une entreprise, une petite société à taille humaine. Et donc la proximité avec nos clients et la volonté de faire les choses bien, à fond, voilà, c'est effectivement un bon leitmotiv. Ouais. L'idée, c'est d'accompagner, les clients arrivent avec déjà des choses dans la tête ou c'est d'accompagner le client justement avec la touche créative que vous pouvez apporter ? Alors, les deux, en fait. On peut intervenir de la conception de l'idée jusqu'à la pose, donc en passant par évidemment la réalisation graphique et la fabrication. Donc dans le cas par exemple d'un hôtel, d'un restaurant qui voudrait faire une enseigne qui n'aurait pas encore sa charte graphique, on peut intervenir dès le départ. Et aussi on est capable d'être simplement fabricant, prestataire de pose après une idée qui est réalisée en amont avant de venir nous voir. Alors vous avez fait plein de choses, vous étiez déjà venu sur notre plateau il y a quelques mois en arrière. On avait aussi un peu parlé de vous au moment de votre création avec Marc Vera de la COP21. Barack Obama qui repart avec, c'était un petit rondin de bois. C'est votre plus grande fierté ? Oui, c'est un coup d'éclat, effectivement. Ouais. Puis ça a été une belle opération, ça a été fait dans la précipitation, avec beaucoup d'urgence. C'est un gros challenge, évidemment, il ne fallait pas se tromper là-dessus. Et oui, évidemment, c'est une grosse satisfaction. Après, créativement, en termes de rendu, c'était un projet assez simple, même s'il était volumineux et à faire en un temps imparti très très court. Donc la réalisation en tant que telle n'est pas la plus importante. Par contre, effectivement, en termes de visibilité et de retombées, c'était une belle réalisation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 prochaines années ? Plein de beaux nouveaux projets. Il y a plein de choses sur le feu. Il y a plein de... Encore une fois, le chemin des possibles est tellement vaste que là, aujourd'hui, j'essaie de rester concentré sur vraiment le cœur de métier pour asseoir l'entreprise et vraiment trouver une stabilité. Et puis après, derrière, il y a plein d'options de développement, que ce soit une boutique en ligne, que ce soit développer les actions autour du mariage. Il y a énormément de choses à faire en événementiel. Donc voilà, ça continue comme ça sera très bien. Et toujours travailler avec passion. Toujours travailler avec passion, bien sûr. Avec passion et envie, ouais.
Merci beaucoup Virgile d'être venue sur ce plateau. Il est 18h30, allez, dépassé de quelques minutes. On va rejoindre Pauline Courceau pour le JT. Ensuite, c'est la météo de Thierry Paul. On se retrouve demain pour un nouvel accès direct. Merci beaucoup, à bientôt.